Merci, mes chers téléspectatrices avant et téléspectateurs d'À Contretemps, et puis d'abord de Zitata tout court, puisque la chaîne vous offre un panel d'émissions de plus en plus intéressantes. Bonjour Daniel. Hein? Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Ça va? Oui, très bien. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérard. Alors cette semaine, Zitata propose un regard croisé sur les grands enjeux qui traversent la Martinique et les Outre-mer. Finances publiques, justice sociale, santé, société, tourisme et culture. Frédéric, la première, ouvrira cette émission avec 2 analyses consacrées au développement du territoire. Elle reviendra d'abord sur le budget de la collectivité, la CTM, et s'interrogera sur la capacité d'une collectivité à impulser le développement lorsque sa marge de manœuvre réelle ne représente que 7%. Qui l'eût cru? 7% de ses ressources, il faut bien préciser. Elle analysera ensuite les défis du tourisme antillais, sa question, son sujet préféré, son secteur professionnel d'ailleurs. Elle analysera ensuite les défis du tourisme antillais à travers une question essentielle: faut-il simplement changer l'image des Antilles ou repenser en profondeur leur modèle touristique? Enfin, toujours Frédéric, elle se chargera de la séquence musicale consacrée à Charles Aznavour, une œuvre à plusieurs voix que je vais vous laisser découvrir. Daniel abordera ensuite 3 sujets majeurs. Elle présentera le cahier revendicatif en faveur de l'égalité réelle et de la justice sociale dans les territoires ultramarins. Tu vas développer ce que c'est, avant de revenir sur l'accélération des procédures judiciaires en matière de violences sexuelles. Il y a beaucoup à dire sur ça. Violences sexuelles commises sur des mineurs. Et de s'interroger sur la pérennité de cette mobilisation. Elle va également revenir sur le salon littéraire en nous parlant de Daniel Ollière, qui a été lauréat du prix Tous Créoles de cette année. Emmanuel va s'intéresser pour sa part à 2 questions de société. Il analysera les conséquences de l'adoption de la loi sur l'aide à mourir. On est d'accord? Enfin, il proposera ensuite une réflexion sur la quête contemporaine de sens et l'effacement progressif des repères collectifs qui structurent nos sociétés. C'est-à-dire que chacun se demande qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, où va le monde, à quoi ça sert. Je vais te laisser développer. Avant ça, un petit jingle pour rafraîchir l'atmosphère. Mis en tête, retour sur le budget de la CTM. Comme je viens d'annoncer le sujet, je ne développe pas. À toi. Oui, le budget principal de la CTM qui, quand on le voit de prime abord, est très élevé, puisque 1,5 milliard, c'est quand même conséquent pour une année. Et quand on va dans le détail, on se rend compte ligne par ligne, on va peut-être pas toutes les faire, mais qu'il y a une marge de manœuvre qui est assez limitée. Tu l'as dit, de 7%. Tout d'abord, la ligne des investissements inscrits, c'est-à-dire les investissements inscrits, c'est ce que sont les investissements qui portent bien leur nom, un peu gravés dans le marbre, et qui de toute façon devront être affectés. Ils ne peuvent pas être affectés librement. Ces investissements inscrits sont d'un montant de 405,3 millions, et ils sont affectés principalement à la rénovation des lycées, des bâtiments publics. Enfin, bien sûr qu'il s'agit d'un investissement, mais il s'agit plus d'entretien du patrimoine que d'investissement économique productif direct. La politique de solidarité, les politiques de solidarité, il faut comprendre que quand la CTM, ça peut être étonnant que la CTM finance autant de politiques de solidarité. Néanmoins, c'est de la fusion du départemental et du régional qui fait qu'elle a beaucoup d'attributions, dont le RSA, dont plusieurs politiques de solidarité comme des dépenses sociales, et qui, elles, s'élèvent à 400 millions. Donc déjà, vous voyez que j'ai, en quelques minutes, déjà terminé avec 800 millions d'euros de dépenses de toute façon qui seront grevées. Bon. Et on peut aussi dire que la population, la démographie de la Martinique est en chute. Par conséquent, les recettes
sont moindres, les recettes diminuent et elle a aussi des conséquences au niveau de ses dépendances. C'est-à-dire qu'on appelle les 3 grandes dépendances de la collectivité. La dépendance à l'Europe, qui bien qu'étant généreuse financièrement dispose de calendriers, de contraintes, d'un personnel de dossiers techniques, d'un personnel qu'il faut rémunérer, qui doit être très qualifié pour pouvoir faire aboutir les décisions. Les décisions aussi de l'État, puisque l'État fait ce qu'on appelle des compensations, notamment aux prestations sociales, mais qui dit compensation aux prestations sociales dit très souvent parfois des non-paiements, et par conséquent la CTM doit justement pallier ces non-paiements. Et enfin la fiscalité locale, avec toute recette nouvelle qui est difficile. On sait combien les collectivités, les communes ont besoin de l'octroi de mer, mais elle essaie par exemple d'étendre sa fiscalité aux entreprises pour le financement des transports, et les entreprises se lèvent par rapport à cela mais elle n'a pas d'autres ressources. En fait, on voit très bien la difficulté, toujours ce sujet de grande manœuvre qui se pose. Et on a aussi, au-delà de la marge, on pourra en parler, il est très difficile quand on a une marge aussi réduite de pouvoir soutenir des investissements réellement productifs. Il est très difficile de pouvoir orienter la commande publique vers des filières locales. On pourrait faire une très grande liste, mais déjà, ce qui serait possible, et j'ai des chiffres pour m'appuyer, ce serait de payer les entreprises, parce que payer les entreprises, c'est déjà une politique économique. Payer les entreprises dans les délais, c'est déjà avancer et pouvoir faire respirer un territoire. J'ai quelques chiffres. Les retards de paiement au national ont représenté 17 milliards d'euros sur l'année, ce qui est très conséquent, avec 12 milliards dus par les grands groupes. Bon, les grands groupes, en fait, ils s'en fichent. Ils sont ceux qui on négocie mieux l'argent dans la poche que dehors. Ça, c'est un fait. Mais 5 milliards est dû par le secteur public. 5 milliards en général en France. En Martinique, quand on calcule, les retards de paiement sont très importants. Et de façon tout à fait nationale, 9 milliards sont supportés par les PME, par les petites et moyennes entreprises. La conséquence, elle est assez simple, et c'est ce qui se passe sur notre territoire, parce qu'il est très fortement dépendant de la commande publique, encore plus qu'en France, et en France et encore moins qu'en Europe. C'est que 25, ça engendre des défaillances locales à répétition. Alors on ne parle même pas du tissu associatif, on ne parle même pas du tissu comment dirais-je, sociétal et de l'économie sociale et solidaire. On parle vraiment des entreprises. On est autour de 42% de défaillance, parce que non seulement la CTM ne dispose pas d'une marge, on ne peut même pas parler de marge de confort, mais qu'en plus, non seulement elle n'en dispose pas, mais en plus, elle génère des retards de paiement conséquents. C'est un mouvement national, mais qui est encore plus important dans nos collectivités d'outre-mer. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ça soit M. Alfred Marie-Jeanne ou M. Letchimy, pourquoi, sachant que constitutionnellement, intrinsèquement, leur collectivité a cette structuration de budget, a ces failles qui sont générées par la fusion, par le passé, par pléthore, Manuel a dit souvent, pléthore de personnel, parce qu'il a fallu joindre deux collectivités, ensuite des salaires payés par le haut et non pas par le bas, en harmonisant les salaires. Pourquoi tiennent-ils à donner ce sentiment de puissance? Pourquoi il n'y a pas un peu plus d'humilité pour dire voilà la collectivité telle qu'elle est, je serai acculé à réparer les trottoirs et puis à boucher les trous des routes? Pourquoi donner l'illusion et pourquoi donner par là même l'aspect d'une puissance qu'ils n'ont pas en réalité, qu'ils n'ont pas constitutionnellement, de par les instances? Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène d'hubris qui fait que... moi j'appelle ça le syndrome de plateau roi. On arrive là, on travaille avec l'ultra-périphicité, on travaille avec les gouvernements, on parle vis-à-vis et puis on oublie ce qu'on est réellement. Et ceux qui sont en face, qui paient avec retard les reversements des secteurs, des domaines délégués, sont très contents. Monsieur Kajigoté, monsieur Kajoti-Chef, on va lui envoyer ça en retard. Ça a donné, tu es dans ta maison, un accueil très, très chaleureux et très bien. Du ministre qui est venu, ça fait quelques mois, et puis qui, 3 jours après, prenait un air dédaigneux lorsque le président Letchimy lui rappelait que l'État doit de l'argent, parce que ses allocations, ses aides ont été payées pour l'État. Tourisme haut de gamme, c'est toujours toi.
Oui, alors Changer de plumage ou changer d'image. changer d'image, exactement. Le tourisme en Martinique, c'est tout un poème, hein, et j'ai l'impression que chaque année, on parle de nouvelles stratégies, de nouveaux aspects, et c'est vrai que c'est normal que ça intéresse, parce que cette île, elle a, je vais dire une marotte, elle a un fort potentiel, et est-ce que ce potentiel est exploité comme il devrait? Certains disent que oui, il l'est suffisamment, d'autres disent que non. En tout cas, rien n'empêche de s'interroger sur la nature du tourisme et la stratégie que l'on veut mener. Donc, le texte que tu m'as soumis, c'est un plaidoyer enfin, un plaidoyer, une analyse de la mise en place du tourisme haut de gamme. Alors, sans donner trop de chiffres, hein, nous avons en Martinique, donc l'idée du tourisme haut de gamme, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, nous avons 400, autour de 600 000 touristes de séjour tous les ans. Et l'idée n'est pas nécessairement d'augmenter notre volume de tourisme de séjour, mais plutôt de le diminuer, mais augmenter le panier moyen du touriste pour pour qu'il soit en fait, pour avoir des touristes plus riches, tout simplement. Pour avoir des touristes qui ont plus de moyens, qui peuvent aller au restaurant, qui peuvent consommer des excursions. Et du coup, on aurait moins de touristes et un plus grand respect de la biodiversité, voilà, c'est plus de développement durable, ce serait plus durable, voilà, plus soutenable, plus durable. Et puis plus de profit. Voilà, et puis plus de profit. Donc c'est vrai que ça fait, sur le papier, c'est intéressant comme vision. Maintenant, est-ce que c'est exploitable? Nous discutions du projet d'Asata Ama avec Daniel et toi tout à l'heure, sur ce grand projet de luxe, ce grand projet immobilier dans les Salines. Ça a toujours été une marotte, le tourisme de luxe, en fait, en Martinique, depuis les années 70. Et, eh bien, quelles seraient les réserves par rapport à cela? La première réserve, ce serait que nous avons quand même une typologie de tourisme de séjour, qui visiblement va à 53% dans les meublés. Donc, qui déjà spontanément ne consomme pas des hôtels. On a à peine 20% de touristes qui se rendent dans des hôtels et dans des hôtels qui ne sont pas d'ailleurs haut de gamme. Bon. Ensuite, on a un contexte qui est le suivant, c'est que l'aérien, les billets augmentent et la propension à la dépense dans l'hébergement, alors déjà dans l'hébergement tout court, ça fesse, alors dans l'hébergement haut de gamme, imaginez, c'est justement sur l'hébergement que l'on rogne et sur toutes les autres activités touristiques quand l'aérien augmente. Bon. Ensuite, il y a, toujours dans ce contexte de montée en gamme, encore une fois, une destination, une structuration. Quel est le tourisme haut de gamme qui arrive avec une gestion de sargasses mal gérée, avec des coupures d'eau multiples, avec un territoire qui n'a pas nécessairement des transports fonctionnels? Ce n'est pas forcément la première destination qu'il choisira. Ensuite, parlons de ce qu'on appelle, j'en ai échangé avec un hôtelier de 5 étoiles en Guadeloupe qui me disait, je regrette d'avoir acquis ma 5e étoile. Je dis, mais pourquoi vous ne la méritez pas? Non, notre produit la mérite, mais le touriste est déçu une fois qu'il va dans les restaurants, une fois qu'il opte pour des activités. La raison est simple, c'est que les activités, ils les estiment. Les Américains, par exemple, je pourrais en citer d'autres, ne trouvent pas que notre niveau de destination est suffisamment haut de gamme. L'hôtel ne suffit pas. L'hôtel ne suffit pas. Il faut un contexte haut de gamme. Bon, sans compter la formation qui est souvent critiquée. Bon, le luxe, en fait, il ne vient pas compenser des fragilités. Le luxe ne vient pas compenser. Ce que je veux dire, c'est que je suis toujours pour le haut de gamme et le luxe, moi aussi, mais il ne vient pas compenser les fragilités d'une destination. Au contraire, il est même plutôt dangereux dans un contexte qui ne peut pas nécessairement le prévoir. Par exemple, si les salariés ne sont pas formés, eh bien, on va employer des personnes qui ne sont pas du territoire. Je prends l'exemple du Club Med de Sainte-Croix dans les îles Vierges qui va ouvrir en 2027 avec un projet à 75 millions d'euros qui va être extraordinaire, mais où iront les capitaux et comment est-ce que le territoire pourra absorber de façon locale ces capitaux? Donc, toutes ces questions sont en suspens. L'issue serait peut-être un tourisme d'affaires, de façon un petit peu plus humble, plus intermédiaire, qui nous permettrait d'augmenter le prix moyen du tourisme de séjour, avec des centres de congrès comme Madiana devait l'être à la base, et qui est devenu un cinéma, mais qui devrait être peut-être un palais des congrès, avec une structuration, un tourisme sécuritaire, un tourisme français, hexagonal. Voilà, il faut trouver des solutions
de monter en gamme, mais des solutions pragmatiques. J'étais à une conférence et il y avait un Ethermed, enfin, il y avait un pot et il y avait des jus locaux. C'était extraordinaire. Il y avait du tamarin, tout ça. Et je demande à la serveuse, qu'est-ce que c'est que ces jus? Et elle me dit, mais c'est écrit, lisez sur les étiquettes. Daniel, cahier revendicatif pour l'égalité réelle et la justice sociale des territoires ultramarins. Alors, la CGT nationale, plus la CGT Réunion, la CGT Martinique, la CGT Mayotte, se sont réunis pour affirmer la nécessité d'avoir en quelque part une vision un peu collective de la problématique s'agissant de la situation sociale, des problématiques sociales, de justice sociale, pour essayer leur objectif, enfin du moins c'est ce qu'ils souhaitent, qu'il y ait des revendications communes au territoire, au pays ultramarins. Et alors, ils considèrent que, ces centrales syndicales considèrent que des problèmes comme la vie chère, les problèmes de transport, les problèmes de logement, les problèmes de santé, et les problèmes, alors, j'ai pas trop compris, enfin, ou trop bien compris, les questions de grands groupes sont communs à tous ces territoires, donc doivent faire l'objet d'un examen et d'une réponse commune. Alors, cette démarche, si on peut la comprendre dans le sens où il peut, s'agissant de centrale syndicale, encore une fois, hein, il faut se placer dans le fait que ce sont des syndicats qui le pensent. Donc, on peut se dire qu'ils se disent que à plusieurs, ils seront plus forts. C'est-à-dire que s'ils mutualisent la réflexion et s'ils mutualisent les moyens d'action, ils seront mieux entendus de la part de l'État. Donc ça, je pense que derrière, c'est un peu la volonté qu'il y a. Mais en même temps, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils ne sont pas à contre-courant de l'histoire? Parce que je trouve que ça relève d'une espèce de volonté jacobine de refaire monter, de centraliser, alors que toutes les politiques, toutes les revendications générales des populations, qu'elles soient politiques ou autres, sont de décentraliser. Depuis des décennies, on assiste à cette volonté. Et je prends un exemple dans les revendications au niveau de la vie chère et au niveau de la justice sociale. Notamment, ils disent, une des revendications, c'est s'agissant des conventions collectives, que les conventions collectives nationales s'appliquent de tous les territoires. Alors, la question que je me dis, mais par principe, une convention collective, c'est l'échange de discussions entre partenaires. Et sur place, dans chaque territoire, il faut laisser la place à cette discussion entre les partenaires sociaux. Si on fait une centralisation, eh ben, non seulement on ne va pas aboutir, mais ça peut être à contre-courant. Donc, cette volonté centralisatrice, à mon avis, non seulement elle est vouée à l'échec, mais elle n'est pas souhaitable. Et moi, je voudrais prendre un autre exemple, même si c'est pas le cas de social. Je prends le cas du foncier. Lorsqu'il y a eu une tentative s'agissant de la prescription acquisitive, le député de Mayotte a proposé un amendement pour réduire le temps de prescription à 10 ans. La réalité et l'histoire de Mayotte sur le foncier sont particuliers. Ça a été appliqué à l'ensemble des territoires ultramarins qui relèvent de l'article 73, avec des résistances et des oppositions, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Donc, à mon avis, trop vouloir centraliser, non seulement on est à contre-courant d'histoire, comme je l'ai indiqué, mais en même temps, c'est ne pas tenir compte non seulement des réalités des territoires, mais également des forces en présence. Et moi, je crois que la tendance, et il faut la respecter, il faut la saluer, c'est qu'en fonction des réalités historiques, en fonction des forces politiques, en fonction de la réalité économique, il faut laisser le plus possible les partenaires sociaux, les hommes politiques, la société civile, concevoir ensemble des dispositions et qu'elles soient une force à leur niveau pour pouvoir obtenir des résultats. Aimé Césaire avait sollicité et obtenu
l'assimilation, la globalisation, la généralisation, l'application immédiate des lois. Et puis, il est très vite revenu, donc j'espère, sur la question, en plaidant pour l'autonomie, devenu, au fil du temps, le pouvoir normatif appliqué à chaque territoire. Et puis aussi le statut à la carte. Donc, j'espère qu'ils vont bien comprendre comment l'histoire fonctionne. Et c'est une tâche immense que nous aurions d'essayer de les convaincre au-delà des maires, puisque déjà localement, on n'arrive pas à avoir beaucoup d'influence sur eux. Ça m'étonnerait que, ultramarinement, par rapport à nous, que nous puissions faire quoi que ce soit. Violence sexuelle sur mineurs, accélération de la justice, est-ce que ça pourra durer? Toi qui es comment on disait dans notre métier, toi qui as de la basoche, enfin, les pratiquants de la basoche, oui. Je ne sais pas, je ne saurais pas traduire. Pratique professionnelle. Non, mais c'est du vieux français, ça n'a rien de vulgaire. Non, rassurez-vous, madame, rassurez-vous, je ne me permettrai pas. Oui, non, mais alors, bon, tout le monde se souvient de l'affaire Eliana, du coup de gueule du ministre de la Justice qui donne des instructions à tous ses parquetiers, les parquetiers, c'est-à-dire les services du procureur, pour dire, moi, je veux qu'au 15 juillet, vous me fassiez un état de tous les dossiers où il y a des violences, des plaintes contre les mineurs. Je veux savoir l'état. Parce que ce qui remontait quand même du terrain, c'était qu'il y avait des plaintes et puis qu'elle avait donné lieu ni à des instructions, ni à des enquêtes, ni à des arrestations, ni à des gardes à vue, ce qui avait facilité la progression des infractions dans le cas de Liana. En l'occurrence, suite à cette demande, c'est vrai que les parquetiers se sont mis au travail et qu'on a remonté 85 047 plaintes. C'est-à-dire qu'on est allé recenser tout ce qu'il y avait comme plainte contre les mineurs et de voir quel était leur état d'avancement, que ce soit au niveau enquête police, enquête gendarmerie, au niveau même des parquetiers. Et donc il y a eu 82% du stock, ce qui est énorme quand même, qui a été examiné, pas traité mais examiné. Et à la suite de ça, il y a eu à peu près 600 mises en garde à vue et emprisonnement. C'est-à-dire, il y avait des dossiers où il y avait des faits graves qui remontaient quelquefois à 3 ans, qui n'avaient pas donné de suite. Donc, il y a eu ces dossiers ont donné lieu à un examen et à une réponse immédiate. Donc, il faut déjà le saluer. Maintenant, la question qui est posée est de savoir est-ce que ça va durer. Ça ne peut durer que s'il y a une augmentation des moyens. Parce qu'il faut bien s'imaginer que face à cette demande qui a été faite par le ministre de la Justice, c'est que tous les services se sont mobilisés pour examiner les plaintes concernant les violences sexuelles sur mineurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres dossiers qui ont été mis de côté. Parce qu'ils ne peuvent pas traiter de façon efficace s'il n'y a pas plus de moyens. Donc, la première question... la réponse est non, ça ne va pas durer s'il n'y a pas plus de moyens. Mais la deuxième question qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a eu un traitement égalitaire entre l'Hexagone et les Outre-mer? Et il y a un député qui a interpellé le ministre parce que, et je vous donne les chiffres, en Guadeloupe, il y a eu 688 dossiers de plaintes. Ils ont tous été examinés, donc c'est 100%. En Martinique, 1021 dossiers, 585 examinés, c'est-à-dire 57%. En Guyane, 773 dossiers, 95 examinés, c'est-à-dire 12%. À La Réunion, il y a eu 75% de dossiers examinés. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a eu que 13% d'examinés. Donc, on se rend compte au niveau, le taux national, c'est 82. Donc, à part la Guadeloupe, qui est dans la Guadeloupe et la Polynésie, mais que ce soit la Martinique, la Réunion, et alors, quand on voit la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, c'est désastreux. Donc là, on se dit, on est face à encore une fois, ce sont des enfants qui ont peut-être continué à être en présence de leur agresseur. Et donc, c'est une question d'urgence parce que des enfants qui sont victimes de violences, ça se répercute sur toute leur vie. Donc là, il s'agit de savoir, en conclusion, si le ministre de la Justice a voulu faire un coup médiatique ou mettre en place une vraie politique nationale.
Le pourcentage du budget de la justice par rapport au budget national français, il est de 3%. Ça veut dire que ce qui explose dans l'actualité, les affaires retentissantes et autres, ne sont traités qu'avec 3% du budget. Et puis d'autres secteurs, naturellement, le sujet n'est pas d'éventorier tous les postes du budget de la France, mais retenez ce chiffre, 3% du budget est affecté à la justice qui représente, on s'en rend compte, un secteur fondamental pour la vie de la nation. Emmanuel, c'est à toi maintenant de nous expliquer que l'aide à mourir, que la République vote un droit, et puis que nous espérons bénéficier de ce droit pour l'aide à mourir. Voilà, donc la loi votée crée un droit à mourir. Alors, concrètement, ça s'adresse aux personnes majeures, françaises, ou résidant régulièrement en France, atteintes d'une affection grave et incurable, engagées dans une phase avancée ou terminale, avec une souffrance réfractaire ou jugée insupportable et capable d'une volonté libre et éclairée. Alors, tous les mots sont importants, mais voilà le cadre de cette loi. Et que dit concrètement la loi ? Elle dit que la personne éligible, donc ce que je viens de vous indiquer, peut demander une substance létale pour se l'administrer soi-même. Et si elle n'est pas en capacité physique de le faire, elle peut demander à un médecin, un soignant, de l'aider. Et si le soignant ne veut pas, parce qu'il y a aussi une clause de conscience qui l'autorise à renoncer, il a l'obligation de l'orienter vers un autre soignant qui serait en mesure de faire ce geste. Voilà le cadre de cette loi. Alors, vous pensez bien que cette loi, elle a suscité d'immenses débats, mais pour des raisons bien simples, parce que ça touche à l'intime. Donc, c'est tout à fait normal que cette loi, ces discussions aient pu provoquer beaucoup d'émotions, beaucoup de débats et beaucoup d'affrontements aussi. Même si, sur la fin des discussions, il y a eu quand même une relative sérénité quand même, compte tenu de l'ampleur de ce dossier. Et les termes du débat, il y a d'un côté ceux qui effectivement disent il y va de la dignité que de pouvoir choisir soi-même sa fin de vie. Ça, c'est pour les tenants de la loi. Et puis pour ceux qui se sont opposés à cette loi, ils disent en gros, il y a quand même peut-être une contradiction fondamentale avec l'esprit d'Hippocrate, puisque là, on ouvre une boîte de Pandore assez étonnante qui consiste à faire du geste de fin de vie un geste de soin. Et donc ça heurte la conscience de beaucoup de médecins qui ne comprennent pas que ce geste-là puisse être catalogué geste de soin. Donc, c'est ça. Voilà les termes du contrat, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme environnement éthique, moral, religieux qui vient dans ce débat. C'est ça qui accompagne, oui. Et donc, il y a un aspect, moi, que j'avais déjà évoqué sur ce plateau, qui est un aspect qui a aussi alimenté les débats, qui consiste à rappeler quand même, et je l'ai dit en préambule, que la loi repose quand même sur un pilier philosophique. C'est le consentement libre et éclairé du patient. C'est quand même ça. Or, dans le dispositif de la loi, il y a des populations qui structurellement ne peuvent pas avoir un consentement libre et éclairé. Je pense en particulier aux personnes handicapées mentales ou aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs importants. Alors, il y a quelques règles qui sont mises en place pour ces cas-là, mais qui, du point de vue de ceux qui contestent cette loi, ne sont pas suffisants et provoquent une imprudence juridique et éthique majeure. Et c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question de savoir pourquoi ne pas sortir au moins les personnes handicapées mentales de ce dispositif. Voilà un peu j'ai essayé de résumer à grands traits le contexte de cette loi. Et puis sur les enjeux martiniquais, puisque c'était aussi la clé de la question, c'est que cette loi s'inscrit dans un environnement où il y a des dispositifs, notamment de soins palliatifs. Et la grande question que se posent les médecins aujourd'hui en Martinique, c'est de dire, est-ce que rajouter finalement ce dispositif qui va rajouter des complications administratives dans les services, est-ce que ça ne doit pas se faire au détriment d'un service qui est déjà sous tension, qui est le service palliatif? Et donc là, il y a un vrai débat. Et les quelques médecins que j'ai interrogés me disent,
L'enjeu aujourd'hui, c'est d'abord de booster, de pousser à fond le palliatif, avant de nous embêter avec cette nouvelle réglementation qui va perturber, en tout cas dans un premier temps, nos services. Daniel ? Oui, juste 2 observations pour compléter tout ce qu'Emmanuel a dit. C'est d'une part que cette loi, c'est l'aboutissement d'un débat citoyen. C'est une convention citoyenne qui a largement permis à tout un éventail de la population de se prononcer et donc qui a révélé ce consensus pour pouvoir parvenir à cette loi. Et puis deuxièmement, s'agissant de la France est entourée de pays qui autorisent depuis des années cette pratique sans qu'on ait constaté ni d'abus ni de dérive. Donc par conséquent, dans la mesure où il y a cette notion de consentement éclairé et surtout la clause de conscience pour le médecin, je pense qu'il y a eu la part des choses de part et d'autre. La quête de sens et la disparition du collectif, c'est encore Emmanuel. Oui, alors là encore, c'est un sujet de philo que tu me confies. Absolument. Et c'est l'occasion de rappeler quelques grandes vérités un peu très générales. D'abord, l'homo sapiens, enfin, l'homme et la femme que nous sommes une espèce animale qui s'est constituée avec une fonction sociale essentielle. C'est ce qui nous caractérise d'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'espèce humaine est arrivé au niveau d'aujourd'hui en relevant plein de défis qui consistaient à organiser sa survie en coopérant les uns avec les autres. C'est ça le principe. Et c'est ce qui nous distingue de beaucoup d'animaux. C'est-à-dire que c'est par la coopération, par l'association, par le partage de nos différentes forces qu'on parvient à franchir des étapes et à relever nos défis. C'est ça la caractéristique. Autrement dit, le collectif, finalement, est une part fondamentalement intrinsèque à la nature humaine. Je voulais quand même rappeler cette notion-là. Et jusqu'à il y a peu, l'espèce humaine a grandi en s'appuyant sur ce grand ressort. Et puis, il y a eu les grandes évolutions technologiques, les grands progrès, où là, on arrive à un niveau tel aujourd'hui que les progrès, finalement, ont été le plus loin possible pour tout ce qui relevait du collectif, et maintenant arrivent à faire de chaque individu quelqu'un qui a des super pouvoirs. On a un écran qui nous permet de voyager très loin, on a des outils. Et donc, je pense, ça c'est une première analyse que je fais, que le progrès tiré à son extrême nous remet dans un rapport très individualisé avec nous-mêmes. Et donc, l'enjeu aujourd'hui de beaucoup d'individus est de s'appuyer sur ces progrès pour maximiser ses propres pouvoirs avec toutes les dérives que l'on peut constater, c'est-à-dire l'individualisme, voire l'égoïsme. Et là, on est en train de passer d'un monde où le collectif se rompt au profit de logiques individualisées. C'est ça le schéma dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et quand on regarde à la Martinique, par exemple, on l'a déjà évoqué ici, on a vu s'effondrer depuis 30 ans, 40 ans, les derniers bastions qui finalement créaient du collectif chez nous, ce que j'appelle toujours les éléments de brassage, les instruments de brassage chez nous. Je pense au service militaire, je pense aux grands internats, je pense aux kermesses dans les communes, je pense aux grandes fêtes patronales qui étaient, il y a 30 ans, beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, et également au monde associatif qui était beaucoup plus important dans la vie quotidienne des gens avant qu'aujourd'hui. Et donc, tous ces instruments de brassage s'affaiblissent. Certains ont disparu, d'autres sont très affaiblis. Et les gens se réfugient derrière des écrans, derrière des solutions individualisées. Et donc, là, ça fabrique, sans doute, ça contribue à fabriquer une perte de l'esprit d'engagement. Parce que finalement, quand on s'engage réellement, ça n'est pas pour soi, c'est pour un projet collectif, c'est pour un bien commun, c'est pour un projet associatif, c'est pour un projet politique. Et donc toutes ces grandes visions un peu idéologiques collectives ont beaucoup de plomb dans l'aile en ce moment, puisque la quête de chacun, c'est
le développement personnel. On voit d'ailleurs fleurir des cours de yoga, il y a plein d'instruments qui consistent à se valoriser soi-même, et ça se fait au détriment du collectif. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc ce nouveau Graal qui est le développement personnel se fait insensiblement au détriment d'un esprit collectif, et donc c'est important de l'observer. Et puis c'est peut-être important de se dire qu'il y a une urgence à réactiver toutes nos machines collectives, parce qu'au fond, c'est important de retrouver notre vraie nature humaine. Ce que je voudrais préciser, c'est que l'un des éléments propres à avoir une vie longue, heureuse et satisfaisante, c'est la vie sociale. Avec il y a le régime, la santé, le sport, etc. Mais c'est la vie sociale. Alors continuez à vous réfugier dans vos... Ne venez pas à nos réunions lorsque nous... Non, pas nous. Toutes les associations de la 1901 qui se lamentent les partis politiques, de l'abstention, les syndicats, de la disparition des militants. Sachez aussi que pour vous, à titre individuel, lâchez un petit peu les réseaux sociaux, allez rencontrer l'autre dans le quartier, à la fête communale, aux rencontres familiales. Même les rencontres familiales sont désertées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça permet on est pile dans le temps. Culture, jingle. Daniel Ollières, une découverte du salon littéraire. Je te laisse parler de cet ouvrage et de l'homme. Oui, tout à fait. Alors, Daniel Ollières a été enseignant et ensuite directeur d'établissement scolaire, et aujourd'hui à la retraite. Et c'est vrai qu'il avait été retenu dans la sélection pour le jury de Tous Créoles. Il fait partie des 5 finalistes, et que c'est lui qui est le lauréat pour son livre « Les sinistrés de l'île aux fleurs ». 100 ans d'empreintes résilientes. Et alors, cet ouvrage qui est que je montre ici à la caméra, c'est une plongée dans l'histoire de la Martinique juste après l'abolition de l'esclavage, à travers l'histoire de personnages. On commence juste au moment de l'abolition par Nestor qui est libéré en 1848, qui est c'est un ébéniste, et ça va durer 100 ans à travers toute sa descendance. Et ce qui est passionnant dans le livre de Daniel Ollières, c'est que il part de l'histoire de personnes dont on parle peu, c'est-à-dire de personnes qui sont considérées comme invisibles. Des petites gens. Parce qu'il parle, oui, Nestor, c'est un ébéniste. Et c'est un ébéniste qui vit dans un quartier du Marigot. Et donc, le Marigot, qui est une petite commune du Nord-Atlantique, et en plus dans un quartier. Et donc, il donne vie, et ça nous permet de saisir tout ce qui était la réalité sociale de ces personnes depuis ce moment-là. Et comme on suit la descendance de Nestor, donc cela nous permettra d'arriver à Saint-Pierre et donc de découvrir à ce moment-là ce qu'était la ville de Saint-Pierre, ses quartiers, la vie des différentes couches de la population. Et après, on va arriver à Fort-de-France et on verra aussi la vie des quartiers. Donc, c'est une plongée dans l'histoire de la Martinique, mais d'un autre point de vue, du point de vue de personnes qui font cette réalité, mais dont on parle peu. Et en même temps que ce livre, lors du salon littéraire, Daniel Ollières a présenté un livre qui venait de sortir, qui s'appelle Victor Anisset, céramiste et praticien, les racines de l'art. Alors, Daniel Ollières, bien entendu, vous l'aurez compris, est du Marigot, et Victor Anisset aussi, on le sait, est également du Marigot. Et Victor Anisset, qui est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si vous allez à l'habitation Clément en ce moment, où il y a 3 magnifiques expositions, plus le marché de l'art, mais Victor Anisset est au marché de l'art,
Et il a notamment une sculpture qui représente un gommier en bleu et blanc. C'est une pure merveille. Donc, Victor Anisset, on le sait, c'est quelqu'un qui est maintenant reconnu au niveau national et international. Et donc, Daniel Ollière explique son parcours. Et Victor Anisset lui a l'occasion de dire qu'il a bénéficié dans sa vie d'anges gardiens qui étaient présents à plusieurs étapes de sa vie, ce qui lui a permis, un des anges gardiens, c'était François de Rênal. Il y avait le père Pinchon, il y a eu les responsables de l'école des arts appliqués de Martinique. Tout au long de son parcours, mais vraiment on se demande comment il a pu franchir tout ça, tellement les conditions de vie sont difficiles, mais à un point qu'on ne saurait imaginer. Donc là, vraiment, pour comprendre, et c'est surtout important, le parcours, de savoir de là où on est, comment on peut arriver. Et c'est ça qui est extraordinaire, de comprendre que quand on a ces capacités, cette volonté et des anges gardiens, on peut arriver, il n'y a pas de limite. Donc, vraiment, pour ces vacances, voilà des livres qui vont faire le bonheur, parce qu'on pourra même en discuter en famille, parce que c'est l'occasion de s'approprier vraiment une connaissance profonde de la Martinique. J'ai une commande à passer. C'est demander à un de Rênal que vous connaissez tous de nous écrire, de nous raconter la relation qui avait été faite par Victor Anisset de sa quasi-adoption par un de Rênal, et pour lui permettre de faire les premiers pas dans la vie, ce qu'a donné le Victor Anisset. Mais comment vous allez transmettre pour moi ce de Rênal? Mais il faut qu'il lise ça, il faut lui dire dans le message, il faut qu'il lise ça. Oui, mais lui, il écrit ce de Rênal, je vous parle. Il faut qu'il lise. Jingle, musique. Charles Aznavour, une œuvre plusieurs voix, c'est le travail colossal qui a été fait par Frédéric à propos de ce grand homme. Et toi, Frédéric? Tu me donnes le trac en m'annonçant comme ça. Oui, c'est volontaire. Donc, Charles Aznavour, plus d'émotion. c'est lui le grand homme qui s'est éteint il s'est éteint la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018. Il nous a bercés. Il est parti à l'âge de 94 ans. Il avait vraiment une voix capable de transformer les péripéties, les fragilités humaines en chansons universelles. Et je vous propose de comparer plusieurs chansons de Charles Aznavour à leur reprise contemporaine. Donc, la première, c'est Charles Aznavour qui est repris par Tessie dans Comme ils disent. C'est une des chansons les plus audacieuses de Charles Aznavour, quand même, dans les années 70. Raconter la vie d'un artiste homosexuel confronté au regard des autres, ce n'était pas gagné. Confronté à la solitude, confronté aux conventions sociales. Et Tessie le reprend avec beaucoup de maestria. On écoute. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Donc je le disais, Aznavour donne à son personnage une voix et une dignité rarement accordées à l'époque. Et donc, je me corrige, c'est maintenant que l'on entend la reprise. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle, je crois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Ils disent que je ne suis pas un homme, veulent me faire payer toutes les sommes. Pour eux, le sujet est un tabou, mais je veux parler. Intéressant, n'est-ce pas? Oui. Une grande découverte. Oui. Et Charles Aznavour est très apprécié par la jeunesse. Donc, je vais aussi vous parler d'un morceau que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle donc de La Bohème, qui raconte les souvenirs d'un jeune peintre un peu fauché qui vit à Montmartre et qui vit modestement à Montmartre. Donc, la chanson, elle oppose
la pauvreté matérielle à une richesse artistique, à une richesse spirituelle. On écoute la version originale. Yes. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Et donc, magnifique morceau, n'est-ce pas? Avec une reprise, on va écouter Yamé qui reprend la bohème avec un timbre très singulier, une approche vocale qui lui est propre, qui lui est chère pour ceux qui la connaissent, pardon. Plutôt la reprise de Solane, du coup, une interprétation qui est sobre, fragile et personnelle de la bohème. Elle conserve la nostalgie du texte et lui donne une dimension intime et contemporaine. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Voilà, donc très jolie interprétation. Et puis, on a aussi un morceau qui... eh bien là, voilà, on voit le morceau de Yamé, la reprise de Yamé, qui reprend également la bohème dans un autre style que je vous propose d'écouter. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, tendaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Alors, je suis très contente parce que je fais plaisir à mes collègues Oui. et j'espère que je fais également plaisir à public, tous nos publics. L'auditeur. Ouais. Exactement. Là, l'émotion, elle devient moins théâtrale et beaucoup plus liée aux nuances de voix. Et puis, on ne peut pas oublier la reprise au piano d'Arthur Zakian qui nous permet de voir que l'absence de parole n'empêche pas la musicalité de ce morceau. Écoutons. Et puis toujours des morceaux sur la mélancolie, sur le temps qui passe, hier encore,
Hier encore, quel âge avais-tu, Gérard? Hier encore. J'étais très jeune. Exactement, le temps Très qui jeune. passe, les regrets, les occasions perdues parfois. Aznavour observe avec lucidité les erreurs et les illusions de sa jeunesse. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Oui, le texte prend la forme d'un bilan personnel, hein, presque d'une confession. Et je vous propose d'écouter la reprise par Djibril, qui reprend hier avec une voix peut-être plus jeune, une sensibilité différente, mais une émotion intacte. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Parce que le décalage est intéressant. Le texte prend justement du recul sur l'âge, sur les regrets. C'est intéressant de le voir de façon contemporaine. Donc les chansons de Charles Aznavour racontent des histoires qui sont précises, palpables et en même temps extrêmement universelles. C'est pour ça qu'elles sont aussi, si atemporelles. Voilà. Emmanuel parlait de l'histoire d'Aznavour qui est extraordinaire, qui est quand même d'origine arménienne et qui représente aujourd'hui la quintessence de la chanson française, hein, et qui est arrivé en France avec ses parents émigrés, sans même savoir parler français, et qui aujourd'hui est l'icône, en tout cas une icône de l'art de vivre et de l'art de chanter à la française et de nous représenter dans le monde entier, puisque ces morceaux ont été traduits dans le monde entier. Et je ne vous cacherai pas que je pense beaucoup à ce film extraordinaire de sa biographie sur une plateforme bien connue qui est tout aussi inspirante qu'enivrante. J'ai deux choses à dire. Lorsque Christian est sorti de la salle de cinéma, Christian Boutan, parce qu'on a eu l'impression qu'on le trahit. On ne parle pas de valse créole, on ne parle pas de Zouk Machine, on ne parle pas de Begin, on ne parle pas de jazz, rien du tout. Mais ça m'est revenu à l'esprit. Il m'a téléphoné, il m'a dit, Gérard, ce film est extraordinaire, il faut que tu ailles voir ça. Mais il était sur le parking du Palais des Congrès. Deuxième chose, j'ai un fils qui a répudié mon nom, qui s'appelle, dans son nom d'artiste, Yemansé. Et lorsqu'il était jeune, je me souviens, il était au lycée, il écoutait beaucoup Aznavour. Ben, je le salue puisqu'il vient d'être papa. Je suis grand-père à 2 mois d'intervalle. Je le dis à toute la Martinique. Félicitations. Je le clame haut et fort, même si ça me fait un poids sur les épaules. Je suis très heureux. Je vous remercie. Et puis, je suis très heureux aussi parce que vous êtes là avec moi cette fin de mois de juillet. Et que vous êtes très bon. Ben, vous êtes bon. Et comment vous allez faire le jour où vous serez fatigué ou grippé? Et comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire moins bien? En tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'annonce à nos téléspectateurs que nous aurons des émissions au mois d'août. Je dirai la vérité, parce que ces émissions ont été préenregistrées grâce au dévouement de nos amis qui sont restés avec moi dans le studio à faire 2 émissions, 3-4 heures d'affilée, pour que la TNT, qui est maintenant répandue sur toute l'île, vous permette de découvrir le charme de Frédéric, la classe, la distinction et le charme aussi de Madame Marceline, et puis aussi l'intelligence d'Emmanuel de Rênal. Sans compter la bonhomie et puis la force de Christian, et puis la perfidie de Dédine dans la show. À très bientôt, à la semaine prochaine.